Bonjour à. Bonjour. Ouais, ça marche pas. Si. Ça marche ou pas? Non. Bon. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la veille de deux moments quand même importants. On a souhaité faire cette conférence de presse donc avec Marie-Lise et Frédéric. Ces deux moments importants, c'est d'abord le débat parlementaire qui est d'une certaine manière ouvert, et également l'ouverture demain de la conférence de financement. Ça nous a paru important de redire quelles étaient les propositions et l'état d'esprit de la CFDT sur la période, et réaffirmer quelles devaient être pour nous un système universel des retraites. Vous retrouverez d'ailleurs je le détaillerai tout à l'heure, mais dans vos dossiers de presse, la progression de l'idée au sein de la CFDT depuis maintenant une bonne dizaine d'années. En l'espace de 18 mois, il est peu de dire que, à force de contradictions et d'aternoiements, le gouvernement a peu à peu perdu le sens de sa réforme. On a dit à plusieurs reprises que courir deux lièvres à la fois était extrêmement compliqué et était le risque de perdre les deux lièvres. Et l'évolution de ce dossier, malheureusement, l'a confirmé. On a, dès le départ, et vous le savez, on continue de croire à un système universel des retraites, parce que nous pensons, et c'est ce qui nous guide, qu'il y a opportunité pour créer davantage de justice sociale. Voilà pourquoi nous, sur le fond du sujet, et j'y reviendrai, nous allons proposer un certain nombre d'avancées, d'amendements, mais nous voulons aussi dire que si nous sommes satisfaits que l'âge pivot ne soit pas dans le projet de loi qui a été déposé et qui est actuellement discuté, et qui a eu une ouverture dans ce sens-là, eh bien ça se traduit maintenant par l'ouverture d'une conférence de financement qui aussi est lourde d'enjeux. On a aussi été agacé, je l'ai dit, par une étude d'impact qui est arrivée, comme pour beaucoup, je crois, le vendredi, avec 1000 pages à se fader. Étude d'impact qui prend un certain nombre de prérequis que nous ne partageons pas. Et donc, très clairement, on a aujourd'hui un texte qui a été présenté en Conseil des ministres, sur lequel nous avons un regard critique et sur lequel nous voulons intervenir pour le faire évoluer. Ce projet du gouvernement, qui répond évidemment pas à l'enjeu de la réforme que la CFDT souhaite pour créer un système universel, c'est évidemment un projet qui ne nous convient pas en l'état. Et donc désormais le jeu parlementaire va s'ouvrir. Dans ce débat parlementaire, clairement, il faut prendre en compte deux éléments. D'abord, la nécessité que des éléments de justice sociale soient intégrés dans ce futur système universel. Et de l'autre côté, il faut prendre en conscience l'extrême fragilité sociale du pays et le sentiment de défiance extrêmement important qui existe aujourd'hui, notamment à l'égard du gouvernement. Donc concernant le débat parlementaire, je ne vais pas détailler ce que vous trouverez dans votre dossier de presse parce que vous savez évidemment lire. On dépose une trentaine d'amendements. Enfin, on propose aux parlementaires une trentaine d'amendements. C'est bien, vous pouvez. Je vois que vous avez de l'humour, j'en ai aussi, ça tombe bien. Mais vous avez raison. On propose une trentaine d'amendements. Ils répondent à trois exigences. Pour certains, une exigence de solidarité. C'est par exemple les amendements, les propositions que nous faisons sur le minimum de pension, sur la meilleure prise en compte des périodes de chômage. À une exigence de justice, c'est ce que nous proposons sur la pénibilité, sur la majoration forfaitaire par enfant. Et puis une exigence de liberté de choix, c'est ce que nous proposons par exemple sur la retraite progressive, mais aussi une gouvernance du système plus autonome. Ces évolutions proposées à travers des amendements, ils sont nécessaires pour dépasser les simples déclarations d'intention et renouer la confiance.
Et je vais être très clair aujourd'hui, nous voulons très rapidement des avancées concrètes sur ces sujets, donc sur la pénibilité, sur les retraites progressives, sur le minimum contributif, sur les systèmes de transition dans les fonctions publiques et l'assurance des droits acquis, sur la question du minimum contributif. Nous voulons des réponses rapides et qui ne sont pas concomitantes avec les travaux de plus long terme qu'engage la conférence de financement. C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin des travaux de la conférence de financement qu'on veut savoir comment, sur ces sujets-là, les choses avancent. On veut le savoir très très vite au moment du débat parlementaire et à l'issue de la première lecture. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement important pour nous. Et vous retrouverez dans le dossier de presse ce qu'on a appelé le cahier revendicatif de la CFDT, qui est les propositions que nous faisons. Alors, vous les avez transposées après en amendement, mais les propositions que nous faisons sur ces différents éléments. Et puis, dès demain, s'engage la conférence de financement. Cette conférence de financement, elle est faite pour trouver des solutions en termes d'équilibre avec l'ensemble des partenaires sociaux. Le compromis, elle doit pas reposer pour la CFDT que, comme c'était prévu avec l'âge pivot, sur des efforts demandés aux salariés du privé et aux agents de la fonction publique. Dit autrement, on n'acceptera pas, et je le dis avec force, nous n'accepterons pas que revienne par la fenêtre une mesure injuste que notre mobilisation, notre détermination a permis d'enlever du texte de loi. Et donc cette conférence de financement, et c'est ce que nous dirons demain, elle doit d'abord travailler en totale transparence. La totale transparence, ça veut dire que nous devons, dans un premier temps, examiner vraiment un examen critique de tous les chiffres qui sont sur la table, y compris les chiffres qui sont contenus dans l'étude d'impact. Exercer également un examen critique des projections du corps, mais aussi d'autres chiffres qui sont aujourd'hui dans l'étude d'impact et que nous continuons de décrypter. Voilà. Parce que s'il est question de restaurer la confiance, ça suppose la transparence. Et sur la question des chiffres, la transparence n'a pas toujours été au rendez-vous ces dernières semaines. Et donc demain, pour nous, il est d'abord question de fixer le cadre et les conditions de travail de cette conférence de financement avant d'aller sur un débat, une confrontation sur les pistes de solutions. Je voudrais finir cette courte introduction pour dire que, comme vous pourrez retrouver dans votre dossier de presse, ça fait 10 ans que la CFDT, congrès après congrès, travaux de commissions plus ou moins nombreuses en nombre de personnes dedans, c'est-à-dire de groupes de BN, de travaux avec des experts internes, des experts externes, travaillent sur l'idée d'un régime universel autour d'une seule idée, c'est de renforcer la justice sociale. Et nous croyons aujourd'hui que le système actuel est plein de ces injustices, notamment en direction des plus précaires, des femmes, des jeunes qui cotisent sans ouvrir de droit, des polypensionnés. Et un système universel juste, il doit intégrer ces dimensions-là demain et intégrer une prise en compte de la pénibilité, dont chacun a compris que c'était un élément central pour nous, mais également assurer un minimum de pension qui se rapproche du SMIC. C'est pour nous, je le répète, la condition sine qua non pour avancer dans cette conférence de financement dans les semaines à venir, parce que ça va se dérouler sans doute jusqu'à avril, c'est qu'on réponde d'abord à ces exigences de justice sociale. Et donc c'est pour ça que nous voulons d'abord, et que dans ce document, dans ce dossier de presse, vous avez d'abord les documents que nous avons transmis en termes de revendications, nous avons les amendements que nous allons déposer, et c'est les conditions de réussite de la conférence de financement sont des réponses qui seront apportées aux éléments revendicatifs que porte la CFDT pour améliorer la justice sociale dans le futur système universel. Voilà, on est assez persuadé que la période qui s'ouvre est compliquée. Elle est compliquée pour tout le monde, qu'on est dans un climat difficile, parfois un peu violent. On est assez bien placé pour l'avoir expérimenté, mais c'est aussi une période qui est cruciale. Et c'est celle finalement du jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est que la représentation du peuple puisse jouer pleinement son rôle, mais c'est aussi que les organisations syndicales soient entendues et écoutées. Je conclurai en disant qu'il est temps de remettre cette réforme
sur de bons rails. En tout cas, il est temps de remettre l'idée du régime universel des retraites sur de bons rails et que ça se fera dans les rendez-vous que je viens d'évoquer ou ça se fera pas. Je vous remercie. Et maintenant, avec Marie-Lise et Frédéric, après cette intervention courte, puisque vous avez un certain nombre de documents que je vous invite à regarder sous les yeux, nous sommes tout à fait disposés à répondre évidemment à vos questions. Fabrice Randou de l'AFP. Donc si je vous entends bien, vous ne voulez pas rentrer dans le détail des propositions pour la conférence de financement avant d'avoir eu l'assurance que les amendements sur la pénibilité, minimum contributif, soient votés en commission ou en plénière à l'Assemblée. Les deux, vous liez les deux dossiers. Voilà, vous avez bien compris, c'est-à-dire que c'est pas au niveau du temporel, c'est pas concomitant. C'est d'abord des avancées sur les questions de justice sociale, ce qu'on appelle les avancées de justice sociale. Vous en avez évoqué certaines. Et évidemment que nous allons rentrer dans cette conférence de financement et nous discuterons d'un certain nombre de solutions, mais après avoir un certain nombre d'assurances que le texte intègre les éléments en termes de pénibilité. On pourra revenir sur les revendications précises, sur les retraites progressives, les départs progressifs à la retraite, mais également les questions de minimum contributif, de transition pour les services publics, les agents publics, etc. Pour continuer la question de mon confrère, est-ce que ça signifie... Ça marche ? Oui. Est-ce que ça signifie qu'éventuellement, vous êtes prêt à sortir de la conférence de financement si vous voyez que les amendements de justice sociale, comme vous les appelez, ne sont pas pris en compte ou qu'il y a une attitude dilatoire de la majorité et du gouvernement? D'abord, on y rentre demain. Donc, mais la question... en tout cas, vous avez compris que pour s'investir dans les travaux durablement, il faudra qu'on ait des réponses là-dessus. Sinon, pour nous, ça n'aura pas de sens. C'est clair. C'est-à-dire qu'on crée le cadre d'un système universel des retraites avec des mesures telles que je vous les ai évoquées et qui sont évoquées dans les documents. Et ensuite, nous travaillons évidemment aux pistes de solutions de la conférence de financement. Si ces avancées n'existent pas, pour nous, ça ne répondra pas à l'enjeu d'un système universel des retraites tel que nous le concevons. Donc, il n'y aura pas de raison, de motivation à aller plus loin. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est répondons à ça et nous allons travailler aussi dans la conférence de financement. Et donc après, qu'est-ce qui se passera dans les mois, les semaines à venir? Je suis incapable de vous le dire à l'heure qu'il est, mais chacun a compris que nous voulons d'abord discuter, avoir des assurances sur les mesures de justice sociale. Des deux. Des deux. Nous avons transmis un certain nombre de propositions aux parlementaires. Nous avons un certain accueil de ces propositions, notamment sur la question de la pénibilité, sur également les départs progressifs à la retraite. Mais maintenant, il faut que ça se matérialise. Mais le gouvernement peut aussi, chacun sait comment se passe le jeu parlementaire, doit aussi, d'une certaine manière, avancer sur cette question-là. Il faut que ce soit inscrit dans le texte. Vincent Perrault, LCI. Monsieur Berger, comment ont été accueillis finalement par les parlementaires vos propositions d'amendement? Comment vous avez ressenti les choses? Pardon. C'est difficile d'avoir un propos général puisqu'on n'a pas de retour de tous les parlementaires, mais enfin, globalement, les contacts qu'on a pu avoir sont plutôt bons, à savoir que la qualité et la complétude de ce travail de proposition d'amendement a été appréciée. Après, ça contribue, je dirais aussi, à nourrir un débat parlementaire, une réflexion qui est un peu contrainte par ailleurs. Donc je pense que c'est accueilli de façon assez positive, en tout cas dans les retours qu'on a. D'un examen critique des chiffres qui vous sont transmis, y compris des projections du corps. Est-ce que vous pouvez préciser quels sont les points sur lesquels qui vous interpellent et sur lesquels vous souhaitez avoir des précisions dans le cadre de la conférence?
Peut-être à deux voix, mais d'abord, on veut distinguer ce qui est la question des recettes et de la question des dépenses. Parce que chacun sait qu'un système de retraite par répartition, c'est et l'un et l'autre. C'est pas simplement qu'une question de dépenses. Et donc, on veut objectiver dans la question des recettes ce qui est légitimement une forme de recul du financement de l'État dans ce système des retraites. On veut ensuite pouvoir discuter de ce que sont un certain nombre de projections qui sont annoncées. Je prends un exemple. On a, et on s'en réjouit, une amélioration de la situation de l'emploi. Il faut qu'on puisse en tenir compte. Donc, c'est cela dont il est question. Le deuxième élément, c'est qu'on veut une forme de... C'est absolument indispensable de partir sur une forme de diagnostic partagé sur cette question-là. Et donc, ça veut dire qu'on plaide pour que des experts indépendants puissent, à l'instar de ce qui s'est fait par exemple dans le comité d'évaluation du CICE, puissent aider à analyser ces chiffres. Oui, dans l'expression regard critique, c'est au sens éclairé. C'est-à-dire que le corps lui-même, vous le savez très bien, propose construit ses prévisions sur plusieurs scénarios, plusieurs conventions. Donc il n'y a pas quelque chose d'univoque dans les prévisions du corps. Il faut déjà s'entendre effectivement sur quel type de scénario, quel type de convention on réfléchit, on travaille. Il y a aussi une autre dimension. J'ajouterais, il va nous falloir pour la conférence de financement un plein accès aux données disponibles ou à la production de données que peuvent faire les services de l'État, les services de la CNAV, l'INSEE, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est pas un déni, mais c'est comme ça, on ne peut pas accéder, on ne peut pas solliciter la CNAV sans l'accord de la tutelle ministérielle. Donc il va falloir que les services s'engagent ou que le ministère s'engage à nous donner, alors il ne s'agit pas de charger outre mesure ces services, mais de pouvoir solliciter ces services pour éventuellement un complément d'expertise, d'information, notamment aussi pour expertiser les conséquences de différentes mesures qui seraient mises sur la table, parce que et le corps d'ailleurs a déjà débroussaillé ce travail-là, c'est un travail extrêmement complexe, extrêmement compliqué, donc on a besoin d'être un peu à parité avec le gouvernement sur la capacité à disposer de chiffres, à disposer de données pour éclairer la décision. Oui, Emmanuelle Sophie pour le journal du dimanche. Je reviens pour poursuivre ce que disait mon confrère. Sur les débats parlementaires, vous avez déposé des amendements auprès de qui en fait? Plutôt des députés de la majorité ou de l'opposition? Non, tous les groupes. Vous avez fait tout le monde. Sauf c'est pas un groupe, LR. sauf l'extrême droite. Mais on discute avec les représentants, les députés de tous les groupes, de tous ceux qui nous sollicitent et que l'on sollicite. Bonjour, Anne-Laure Jumet de France Culture. Ici, par là. Bonjour. Juste quelques questions autour de la conférence de financement. Vous avez parlé donc de vos amendements, mais est-ce que vous pouvez nous repréciser les propositions que vous allez faire pour équilibrer le régime? Et puis, est-ce que vous avez un peu plus de détails sur la manière dont ça va se passer? On sait que les conclusions doivent être rendues fin avril, mais à quel rythme allez-vous vous réunir? Est-ce que vous avez un peu une idée du cadrage qui est prévu? Merci. On ne fera pas de propositions à ce stade sur l'équilibre, les propositions d'équilibre de régime, pour reprendre votre expression, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons des propositions sur les mesures de justice sociale dans le système universel, et que nous demandons à ce que, en entrée de cette conférence de financement, il y ait un travail sur le chiffrage, pour reprendre un terme un peu barbare, du déséquilibre. Donc nous ne sommes pas à la proposition, au stade de proposition. Sur la deuxième question, c'était... ça, on verra demain. On verra demain puisqu'elle s'ouvre demain. Ce que nous souhaitons, vous l'avez compris, c'est qu'on rentre par une phase d'examen éclairé et critique des chiffrages. Non, mais ça mérite d'être discuté. On ne dit pas que ça ne l'est pas et on ne dit pas que ça l'est. On veut en discuter. Et on veut le discuter, c'est que, encore une fois, dans les déséquilibres, j'insiste là-dessus,
il y a d'un côté les dépenses, c'est sûr, mais les recettes aussi. Et on voit bien dans les projections que, je réinsiste là-dessus, dont il est question, c'est pas une explosion et une augmentation des dépenses, c'est une faiblesse des recettes. Marie-Lise, je crois, avait un complément sur... Juste un petit complément sur le travail avec les parlementaires, c'est qu'il y a ce qu'on fait avec les députés à l'Assemblée depuis la Confédération. Ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'aussi on a nous mobilisé toutes les régions pour aller à la rencontre des parlementaires dans les territoires, et ça rencontre un succès non pas inattendu, mais qui est quand même bien frappant au regard du sujet. On l'a fait à d'autres occasions, on rencontre un succès qu'on n'avait pas rencontré par ailleurs, et des députés qui ont besoin de comprendre de quoi il s'agit et qui se questionnent beaucoup sur le rôle qu'ils ont à jouer, et du coup c'est intéressant d'avoir ce type de débat avec eux. Un complément supplémentaire, pas un complément, mais il n'y a pas que le chiffre des besoins de financement, d'ailleurs je préfère cette expression plutôt que déficit, il n'y a pas que ce chiffre-là qui est important, il y a aussi le calendrier de ces besoins de financement. Vous savez, on vient de le redire, que ces besoins de financement proviendront plus exactement d'une baisse de la contribution des employeurs publics au financement global du système de retraite. Le calendrier de ce retrait est en soi un élément de discussion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison a priori ni qu'il n'ait jamais lieu, ce retrait, ni qu'il ait lieu d'un coup. Donc ça aussi, c'est un élément d'appréciation et de discussion sur comment peut se faire, doit-il se faire, à quel rythme doit-il se faire. Et ça influence grandement sur le montant des besoins de financement qu'on peut avoir à couvrir à tel ou tel moment. Bonjour, je suis Simon Adolphe, étudiant en journalisme. Si les négociations avec le gouvernement échouent, est-ce que vous estimez que c'est encore possible d'appeler vos adhérents à descendre dans la rue ? Tout est toujours possible, mais encore une fois, la mobilisation syndicale, elle ne se résume pas à descendre dans la rue, même s'il faut le faire de temps en temps, et lorsque la CFDT estime que c'est le moment, on le fait. Marie-Lise expliquait la mobilisation qui est celle aujourd'hui d'un certain nombre de militants dans les territoires pour aller rencontrer les députés et leur porter des propositions. C'est aussi un travail syndical exigeant. Vous savez, tout ça est une question de comment le syndicalisme exerce son rapport de force, d'une certaine manière, qui n'est pas un gros mot pour moi dans une démocratie. Eh bien, il y a plusieurs manières de le faire, et on pense que nos propositions sont structurées et construites, qu'elles ont du sens en termes de justice sociale. On pourra rentrer dedans, si vous voulez, en termes de pénibilité. Je pense que c'est pas inutile. Par exemple, nous pensons que nous avons légitimité à porter ces propositions de façon forte auprès des parlementaires, mais aussi du gouvernement, aussi du patronat. Je voudrais pas exonérer la responsabilité du patronat sur un certain nombre de sujets. Si on parle de l'emploi des seniors, si on parle de la pénibilité, si on parle de l'aménagement des fins de carrière, mais si on parle aussi de la contribution au système de retraite par répartition, tout ça, il y a une responsabilité aussi des employeurs et du patronat. Eh bien, c'est aussi par notre capacité à peser à différents endroits que nous exerçons notre mobilisation. Pour l'instant, c'est le mode que nous avons choisi. Et puis nous allons aussi dans les discussions avec des éléments très très précis en termes de propositions. Je crois que c'est important de le dire, parce que aujourd'hui plus personne ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Soyons clairs, on est dans ce moment où plus personne ne comprend rien. Et franchement, je vous assure qu'il faut s'accrocher, y compris à nos responsabilités parfois, pour y comprendre quelque chose. Donc on a besoin de redonner un peu d'éclairage et de vision sur ce qui est en train de se passer. La CFDT a sa juste place, et juste à sa place, elle essaye de le faire. Maintenant, faut pas négliger ce qu'est l'état de défiance et d'inquiétude dans le pays. C'est pour ça qu'on essaie de rééclairer un peu le débat et d'essayer de fixer quel est le sens des priorités. Bugal, le télégramme, c'est marrant, c'est exactement la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien par nature qu'on est dans un débat de caractère extrêmement technique. Et on voit que l'opinion publique, elle est complètement écartelée entre un refus global et une acceptation de principe, en fait, si j'ai bien compris les sondages d'opinion. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est quels sont aujourd'hui les arguments simples, évidents, que vous donneriez à l'opinion publique pour rendre acceptable la démarche qui s'engage?
D'abord, il y a une responsabilité qui est celle du gouvernement qui porte cette réforme. C'est pas la réforme de la CFDT. On est d'accord. La CFDT, elle veut un système universel des retraites. C'est différent. Ça ne veut pas dire que parce qu'on met, il y a une volonté de créer ce système universel des retraites, et tant mieux. Mais c'est pas pour ça que le contenu est le même que ce qu'on y met. Ben ouais, mais parce que il y a deux éléments de complexité sur la question des retraites. Le premier élément de complexité, c'est que c'est en soi un sujet technique. Et c'est un sujet technique, mais qui est extrêmement concret pour un certain nombre de personnes. Il y a un deuxième élément de complexité, c'est la temporalité. Moi, j'ai été frappé encore ce week-end avec un certain nombre d'amis assez éloignés du sujet, qui pensaient qu'à mon âge, je vous remercierai de ne pas faire de remarques, et qui n'avaient pas compris qu'ils n'étaient pas concernés par le futur système universel. Et c'est pas des idiots, mais c'est des gens qui étaient, voilà, parce que tout est un peu mélangé. Donc il y a une question de temporalité. Il y a une troisième complexité, c'est que ce gouvernement, il n'a pas expliqué ce qu'était un système universel. Il a au contraire voulu, il a plutôt, quand je parlais de deux lièvres à la fois, montré qu'il était plus préoccupé par les questions du financement, pour reprendre le terme de Frédéric, que par la question du sens et de la justice sociale. Et donc, nous, et c'est le document que nous mettons dans la pochette, on a expliqué pourquoi on voulait un système universel. À une seule condition, c'est qu'on prenne en compte, ce système universel, ça permet de prendre en compte les évolutions aujourd'hui du monde du travail, où les parcours sont différents d'il y a 50 ans, où les aspirations sont aussi différentes, où le salariat est beaucoup plus éclaté qu'il ne l'était, etc., etc. Et donc, pour prendre ça en compte, il faut consolider le système collectif et en même temps prendre en compte les situations personnelles, les parcours personnels. Et ça veut dire qu'il faut être en capacité de regarder quel impact de la parentalité, et particulièrement sur les femmes, quel impact de la pénibilité, dans un certain nombre de secteurs qui sont exclus aujourd'hui de la prise en compte de la pénibilité, dont aucun d'entre nous dans cette salle ne pourrait dire qu'ils ne sont pas pénibles, et dont on trouve personne pour dire qu'ils ne sont pas pénibles, mais par contre on n'est pas capable de construire un système jusqu'à aujourd'hui qui soit capable d'intégrer cette pénibilité pour que les gens aient des compensations, y compris en termes de départ plus tôt à la retraite, etc. Et donc ce système universel, il peut permettre ça à une seule condition, c'est qu'on l'agrémente entre guillemets d'un certain nombre d'éléments, et d'éléments de justice sociale, sur la prise en compte des périodes de chômage, sur la prise en compte de la parentalité, et particulièrement de l'impact que ça peut avoir très majoritairement sur les retraites des femmes, sur la question de la pénibilité, sur l'aspiration de plus en plus forte de salariés à partir de façon plus progressive à la retraite. On n'a pas trouvé le mécanisme. Sur le fait que les seniors, ils ont un peu, on est un peu dans une situation d'hypocrite dans cette affaire-là, parce que le mainstream est il faudra travailler plus longtemps, mais 40% des gens qui partent à la retraite, qui liquident leurs droits à la retraite, sont plus en emploi. Donc toutes ces questions-là, on veut qu'elles soient traitées. C'est pour ça que l'opinion, que je ne saurais pas commenter vraiment, mais elle a un sentiment qu'un système universel peut être une réponse, mais que si ce système universel il ne répond pas à ces enjeux de justice sociale, il n'a pas fortement d'intérêt. Rajouter un petit truc. Juste, si je peux me permettre un petit complément, excusez-moi. On a beaucoup discuté, on a énormément discuté des moyens dans le débat, pour pas dire de la technique. Et on a trop peu discuté, c'est ce qu'on reproche au gouvernement, des buts. Il y a un but de justice sociale, ça vient d'être très bien dit. Il y a aussi un but de solidarité. Construire un système universel, c'est d'abord construire le système de tous, où tout le monde est solidaire de la retraite de tout le monde. On l'oublie un petit peu, mais je me permets cette incise parce que j'ai lu plus qu'entendu les propos d'un bâtonnier, d'un avocat qui disait nous avocats avons un système, alors on va dire que j'ai pas dit avocat, nous profession X, nous avons un système de retraite qui marche bien, je vois pas pourquoi on vient nous embêter. Bah oui, quand on a un système de retraite qui marche bien, ça n'empêche pas d'être solidaire des autres professions. Ça aussi, c'est des éléments fondamentaux pour lesquels ça vaut le coup de construire un système universel, qui ont été complètement passés sous silence parce qu'on s'est abîmé dans des discussions à n'en plus finir sur les vertus d'un système à points ou ce que signifie un âge d'équilibre à l'horizon 2050. Voilà. Oui, Laurence, c'est Marianne.
Vous, dans le document là que vous nous remettez, vous dites, vous écrivez, la CFDT s'oppose à un âge d'équilibre collectif et donc identique pour tous. Plus bas, s'il doit y avoir un âge de référence, on demande un âge personnalisé reflétant la carrière de chacun. Et est-ce que vous pouvez expliciter ça, comment vous pilotez en fait? Et aussi, vous dites plus bas que comme ce futur système n'aura pas d'application concrète avant 2037, c'est peut-être pas le moment de rentrer tout de suite dans cette question, mais vous pensez vraiment qu'on peut restaurer la confiance sans aller jusqu'au bout de ce point, pour simplement pouvoir expliquer aux gens comment on va piloter ce système? Qu'est-ce que ce sera, la valeur du point, la valeur de conversion, l'âge? Comment vous voyez ça, vous? Implicitement, c'est une question pour moi. Alors, deux choses. Il y a plusieurs questions dans votre question. La première, comment restaurer la confiance dans le pilotage? La meilleure façon, à notre sens, de restaurer un peu de confiance, on n'a pas de baguette magique, c'est de dire que le système sera piloté de façon, j'allais dire, collective et autonome. Autonome, c'est-à-dire qu'il ne sera pas soumis à la tutelle pesante de l'État, même s'il doit être encadré, bien sûr. Ça reste le système de retraite ne doit pas être une république autonome dans la République, mais néanmoins il doit avoir des marges d'autonomie pour décider des grandes orientations que permet le pilotage d'un système de retraite. Je dis autonome, collective, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la diversité au sein du CA, enfin des instances qui gouvernent ce système. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle en termes là aussi un peu barbares, la gouvernance du système est pour nous un enjeu central. Et on a beaucoup, enfin, en tout cas pas mal d'amendements, de propositions d'amendements qui vont en ce sens. Et c'est un élément, je dis bien un élément pour restaurer la confiance, commencer ou se donner les moyens de restaurer une confiance qui va pas de soi, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, sur la notion d'âge d'équilibre elle-même, la question fondamentale, plutôt que de s'abîmer là encore dans des questions techniques, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est à partir de quel moment on peut prendre sa retraite dans ce pays? Il y a deux réponses en fait. Il y en a une qui est la nôtre et qui est celle du système actuel qui dit quand on a assez travaillé, le assez travaillé voulant dire accumuler assez de trimestres. Et quelque part, peu importe l'âge. Il y en a une autre qui est celle de l'âge d'équilibre, c'est-à-dire on peut partir à la retraite quand on a assez un certain âge. Autrement dit, quand on regarde à ce moment-là non pas le travail qui a été fait, mais le nombre d'années qui reste à passer à la retraite. Bon. Là, il y a un conflit, de façon de voir, de façon de penser les choses. Encore une fois, nous, ce qui nous paraît très discutable, c'est de vouloir changer ce qui est dans les mœurs, encore une fois, en matière de retraite, aujourd'hui, dans le système actuel, et dans ce qui nous remonte de ce que disent les travailleurs, c'est-à-dire que, oui, on a le droit de prendre sa retraite quand on a assez cotisé, quand on a assez marné, assez voulant dire plein de choses, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est à la base, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Au-delà des conceptions techniques, on peut faire des âges pivots d'équilibre modulés dans tous les sens. On peut faire des choses qui ne veulent rien dire. Il faut revenir à quel message on porte. C'est quoi le bon moment pour prendre sa retraite aujourd'hui en France, enfin aujourd'hui et demain. Alors vous me direz où est-ce que vous avez lu que l'on revendique que l'âge de plein soit en référence à l'âge moyen. C'est la loi dit qu'il doit être en référence à l'âge moyen. C'est le projet de loi. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit effectivement individualisé comme il l'est aujourd'hui. Alors, faut laisser tomber. Alors, on va clairement, je le dis, on va clairement être dans un processus de construction de cette référence. Elle s'appliquera en 2037. Donc, on va peut-être se laisser un peu le temps de faire retomber la poussière, la vase, enfin, vous prenez la métaphore que vous voulez. D'ici 2037, on a le temps de s'inventer éventuellement un autre consensus ou un nouveau consensus ou le même sur c'est quoi le bon âge pour partir à la retraite. Techniquement, après, on peut faire entre nous à peu près n'importe quoi avec ce qu'il y a dans le texte gouvernemental. Donc la question est moins
la technique, encore une fois, le comment on calcule cet âge de référence qui déterminera la grille des cotes et surcotes, qu'est-ce qu'on met derrière comme référence sociale, comme compréhension sociale. Je crois qu'il faut dire que l'âge légal de départ à la retraite dans ce pays, c'est 62 ans, mais qu'ensuite, quand on parle d'âge d'équilibre, il y a quelque chose qui existe, il y a une notion qui existe qui s'appelle l'âge du taux plein, qui est très différente entre Marie-Lise, Frédéric et moi, par exemple. Parce qu'on n'a pas eu les mêmes carrières, parce qu'on n'a pas eu les mêmes départs au même moment dans le monde professionnel, etc. Et donc, parce que je crois qu'il faut, comme le débat est technique, comme vous l'avez dit, monsieur, la tentation, ça serait de croire que ça n'existe pas déjà le fait qu'on parte pas tous au même moment à la retraite, parce que on n'a pas travaillé de la même manière. Et donc, ce qu'on pense nous, c'est que il n'est pas normal d'imposer, pour être tout à fait clair. Il n'est pas normal d'imposer à des gens qui ont répondu à l'exigence de solidarité qui est celle du régime par répartition, c'est-à-dire qu'on se doit les uns les autres entre les générations de travailler un certain nombre d'années pour payer les retraites de ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Eh bien, c'est pas normal lorsque vous avez rempli ce contrat d'une certaine manière qu'on vous demande de travailler plus longtemps. C'est clair, c'est pas normal. Et c'est ce qu'instaurait l'âge pivot de façon totalement aveugle. Et c'est ce qu'instaure l'âge d'équilibre et qui fait que nous pensons pas que c'est acceptable. Voilà. Mais ce qui est dit Frédéric, il faut l'intégrer. C'est qu'on est sur une logique de construction progressive du système universel. C'est-à-dire que la temporalité est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte, y compris dans le climat social actuel. Ce dont on parle sur un certain nombre de sujets, c'est de la façon dont les choses se construiront pour entrer en vigueur à l'horizon 2037. Et donc, on pense, nous, que, y compris dans la gouvernance, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de propositions sur la gouvernance, en fonction de comment fonctionnera la gouvernance, elle aura aussi en charge de construire les éléments de ce futur système. Il y avait Madame. Non. Elles viennent maintenant. Non mais Emmanuel, elles viennent maintenant de façon, d'une certaine manière, un peu théorique, et elles peuvent se travailler. Sur l'équilibre, il est prévu dans le projet de loi que c'est la future gouvernance qui déterminera, je ne sais plus à quel moment, la question du financement et de l'équilibre du financement du futur système. Il n'est pas fixé que ce soit. Oui, mais attendez, âge d'équilibre, équilibre du système veut pas dire passe nécessairement par un âge d'équilibre. Attendez, on peut. Excuse-moi, dans la vie, dans la réalité d'un système de retraite, c'est que jusqu'à maintenant, on a eu des systèmes de retraite qui ont été équilibrés, on se passait largement d'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre, ça veut dire quoi? Prenez-le au pied de la lettre. Ça veut dire que l'âge individuel est déterminé par les conditions d'équilibre du système. On met le même âge à tout le monde et on choisit cet âge en fonction des besoins d'équilibre du système. Aujourd'hui, dans le système actuel, on a des âges du taux plein qui sont différents et qui n'empêchent pas d'avoir un équilibre du système. Mélangeons pas, il y a une espèce de méli-mélo sémantique qui est fait pour dire cet âge, ça sera super bien, etc. Non, désolé, on peut fonctionner sans âge d'équilibre au sens d'âge imposé. Après, on peut encore une fois avoir des systèmes équilibrés sans imposer le même âge du taux plein à tout le monde. C'est ce qu'on fait depuis le début de nos systèmes de retraite. Je vois pas pourquoi on changerait de pied. Maintenant. Enfin, on serait forcé de changer de pied maintenant. Pardon. Bernard Domergue de Actuel CSE. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est sur la nature un peu floue de la conférence de financement, parce que c'est pas vraiment une conférence interprofessionnelle, une négo interprofessionnelle. Vous avez un médiateur, vous avez la tutelle de l'État assez proche. Donc ça, c'était le premier point. Et sur le second point, les amendements que vous portez concernent à la fois les deux projets de loi, mais aussi beaucoup de textes qui vont résulter des ordonnances, voire de décrets. Donc comment vous allez avoir l'assurance que tout ça va être pris en compte? Sur la conférence de financement, c'est effectivement pas une négociation. Hein. Ça, on l'a jamais imaginé comme ça. C'est finalement
presque une préfiguration de ce que pourrait être une gouvernance ultérieure du futur système, même s'il se posera la question de la représentation du Parlement là-dedans. Donc la logique n'est pas la logique d'une négociation organisation syndicale, organisation patronale. C'est une autre logique qui est parfois un peu plus complexe encore, si tant est que les négociations soient simples. Ça, c'est le premier élément. Après, les assurances, il faut qu'on les obtienne à la fois parce que le texte pourrait bouger et qu'on l'obtienne aussi de la part du gouvernement. Bonjour. Anne-Sophie Bellèche de l'usine Nouvelle. Je voulais vous demander de repréciser un peu vos propositions sur la pénibilité. Est-ce que vous voulez revenir à la mesure individuelle de tous les facteurs qui s'est avéré assez complexe à mettre en œuvre, en particulier pour les PME, ou est-ce que vous voyez les choses différemment? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça? Sur pénibilité, on a bien compris que le C3P ne ressusciterait pas. Donc la question, elle est plutôt... et la raison pour laquelle, en 2017, le gouvernement a pris des ordonnances et qui a retiré 4 critères de pénibilité, c'était au nom de la complexité de la traçabilité individuelle. Donc je vous rappelle pas les 3 critères ergonomiques et les risques chimiques. Nous, on a clairement fait une proposition... on a commencé, dans le cadre des concertations qu'a commencé à mener Muriel Pénicaud, et ça va se poursuivre dans les jours à venir. On a fait des propositions en actant le fait qu'effectivement c'était compliqué, et on propose qu'il puisse y avoir une reconnaissance des 4 critères par population, entre guillemets, c'est un petit peu épidémiologique ce que je vous raconte, mais des populations de salariés exposés au regard de leurs activités réelles de travail. Parce que quand on parle de retraite, on parle d'abord de travail et de renvoyer aux branches professionnelles. Pour certaines, elles ont déjà commencé à ce travail. Il y a 3 accords qui ont été négociés, 17 référentiels qui ont été travaillés. Et donc de dire les branches, elles ont la main parce qu'elles connaissent finement le travail, les activités des personnes exposées. Et donc, au regard de leur code, chaque entreprise... Alors, je rentre dans la technicité, vous me dites si je vous perds en cours de route. Décidément, il n'y a pas que les retraites. La pénibilité aussi, c'est technique. C'est une question de... on peut tout à fait avoir, au regard des codes risques, une possibilité d'attribuer des codes risques, donc une nature de facteurs d'exposition à des risques professionnels des entreprises, puisqu'elles sont déjà classées en fonction de ces codes risques. Et donc, on peut tout à fait, sur la déclaration des branches, identifier des métiers et qui viendront alimenter. Alors, comment on veut que la pénibilité soit reconnue? On nous a dit la problématique, c'est la question de la traçabilité. Ce que l'on propose, c'est qu'il puisse y avoir une reconnaissance collective, la plus fine possible. Donc, les entreprises appartenant à des branches peuvent donc identifier les salariés exposés par métier, donc rentreraient dans ce dispositif. Et donc, l'idée est de pouvoir leur ouvrir des droits selon les 3 modalités de possibilité de reconnaissance de la pénibilité, à savoir de la retraite progressive, du temps pour de la formation ou du départ anticipé. À ce stade, ça fait partie des sujets qu'on voulait remettre sur la table depuis 2018, puisqu'on avait, dans le cadre de l'agenda social, demandé aux organisations patronales de travailler de façon interpro sur le travail, l'organisation du travail, la prévention en matière de pénibilité. Voilà, donc je pense que l'idée de passer par les branches professionnelles permet une voie de passage qui n'est pas si complexe que ça et qui permet à tous les salariés exposés. Pour rappel, les 3 critères de pénibilité dits ergonomiques sont à l'origine de près de 80% des maladies professionnelles, que sont les troubles musculo-squelettiques. Vous savez, les bras ouverts, évidemment. Juste pour vous dire, nous, ok, c'est compliqué individuellement, alors on le fait collectivement. Des accords de branche, il y a des branches qui ont réussi à le faire. S'il n'y a pas d'accord de branche, il faut un supplétif.
Parce que on veut pas se faire avoir avec des accords de branche qui discuteraient. Et ensuite, il y a les 3 éléments, prévention, reconversion, comme l'a dit Marie-Lise, et réparation avec des départs anticipés. Et aujourd'hui, ça ne peut pas être, dans notre vision de prise en compte de la pénibilité, ça ne peut pas être, comme c'est prévu depuis le 2017, uniquement sur des critères ex post de gens qui sont abîmés. Parce qu'on sait bien qu'on peut ne pas être abîmé à 60 ans ou à 61 ans ou 62 ans et qu'on le sera à 63 ou 64. Donc c'est une proposition extrêmement claire qu'on fait sur ces négociations de branche. Maintenant, il faut c'est les concertations qu'on mène avec le ministère du Travail. Il faudra discuter aussi avec les organisations patronales. Je reviens sur un élément, c'est qu'on n'entend personne dire que avoir des gestes répétitifs dans une usine de l'agroalimentaire, c'est pas un travail pénible. J'ai entendu personne oser le dire. J'ai entendu personne oser dire que travailler à des ports de charge lourde dans un certain nombre de métiers, qu'ils soient du bâtiment, du déménagement ou d'ailleurs, c'était pas pénible. Donc maintenant, il faut qu'on soit cohérent. Si dans ce pays, quand on considère que des gens sont exposés à des pénibilités et personne ne les remet en cause, il n'y a pas une possibilité pour des questions techniques de les prendre en compte, c'est qu'on est dans un pays qui fonctionne pas très bien. Donc maintenant, on pense que, ok, il n'y a pas de mesure individuelle possible. On pourra y discuter pendant des heures de façon philosophique sur ces questions-là. Nous, on écarte ça en disant, ok, par contre, dans les branches, faites ce travail-là. Et si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place, l'administration, s'il le faut. Et il faut une réparation et évidemment de la prévention aussi. Oui, Raphaël Belzemoulière du Monde. Concernant le financement, les besoins de financement pour 2027, est-ce que un cocktail de solutions qui comprendrait une mesure d'âge, qu'elle soit l'accélération du calendrier Touraine ou l'augmentation de la durée de cotisation ou un âge pivot, donc qui soit dans ce cocktail-là, serait acceptable pour vous? Je suis désolé Raphaël, mais on n'a pas de cocktail à vous servir aujourd'hui. Ah, mince. Voilà. Mais on vous réinvitera pour le cocktail. Très clairement, vous avez compris qu'on voulait discuter des mesures de justice sociale, de l'objectivation des besoins de financement du système, et après on se lancera dans la composition du cocktail. Oui, Olivier Samin, Europe 1. Sur la question précédente sur la pénibilité, en simplifiant, est-ce que vous dites on veut une reconnaissance de la pénibilité par métier, au fond? Quand vous citez l'exemple des bûcherons ou des déménageurs, vous considérez que c'est la granularité, elle doit se retrouver au niveau des métiers? On peut au niveau des métiers, et on peut être un peu plus fin. Vous savez, il y avait cet accord collectif qui est beaucoup cité parce que c'était un des seuls des distributeurs de boissons qui distinguait dans un accord de branche ceux qui faisaient de la manutention manuelle des différents fûts et caisses et ceux qui faisaient de la manutention mécanisée. C'était pas exactement les mêmes expositions, donc on peut aller un peu plus fin potentiellement. Et puis après, il y a des conditions spécifiques. C'est pas une question, les bûcherons, c'est pas une question nouvelle. Moi, je me rappelle être allé au ministère de l'Agriculture avec les collègues bûcherons, notamment ceux d'Alsace, pour réclamer qu'il y ait une prise en compte spécifique des besoins de départ anticipé de ces professions, qui sont très accidentogènes, donc on peut faire de la prévention, mais qui sont aussi pour d'autres raisons qui altèrent largement l'espérance de vie. Voilà, cette profession, on le sait, c'est 62 ans et quelques l'espérance de vie, et 50% des bûcherons dans certaines régions sont atteints de la maladie de Lyme. Lyme, je sais pas comment on dit. Voilà, donc il y a des raisons de prise en compte. Donc, nous, on est guidés que par une ambition, c'est que les choses soient justes, qu'il y ait de la justice sociale, et c'est plus tolérable. Y compris quand on parle de climat social, de défiance, etc. C'est plus tolérable dans un certain on entend et on s'en réjouit parce qu'on a beaucoup poussé, qu'on entende de plus en plus parler de la pénibilité. Je vous rappelle que certains trouvaient que c'était pas un bon terme. Qu'on en entende parler, c'est très bien, mais maintenant il va falloir passer à l'acte. Et c'est ça, ce sur pourquoi on se bat. Et oui, il faudra aller le plus fin possible. On fera pas de l'individuel, mais on peut aller le plus fin possible. Et il faudra vraiment que ça corresponde à la réalité du monde du travail aujourd'hui. Toujours Audrey Dufour de la Croix, toujours sur la pénibilité.
Audrey Dufour de la Croix, toujours sur la pénibilité. La concertation avec Muriel Pénicaud, elle doit aboutir quand et sous quelle forme? Elle aboutit ces jours-ci. Il y a eu des réunions. Elle doit aboutir dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. On n'a pas de forme particulière. On ne sait pas. Elle a été un peu, elle a un peu changé de forme parce qu'il y avait trois multilatérales qui avaient été annoncées, qui combinaient les thématiques de pénibilité et d'emploi des seniors. Il y a donc des bilatérales qui devaient se faire entre chacune. Et ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est il y aura une rencontre cette semaine en bilatéral. Elle rencontre tous les responsables d'organisations syndicales et patronales, et je pense qu'elle prévoit de présenter des éléments dont on n'a pas encore connaissance la semaine, soit fin de semaine, soit la semaine prochaine. Ce qui est un calendrier qui est intéressant, puisque vous aurez compris qu'on a de fortes attentes sur cette séquence sociale maintenant, au début ou même avant le début du débat parlementaire. Donc il serait bienvenu que le gouvernement nous présente concrètement ce sur quoi ils sont prêts à avancer. Il peut y avoir des amendements gouvernementaux, il peut y avoir... Ouais. Voilà. Mais la conclusion de la discussion, nous, on ne le sait pas pour l'instant. Et je réponds à une question qui n'est pas posée. Il y a parce que vous parliez du patronat. Voilà, on peut reconnaître la ténacité de la CFDT. Depuis 2018, on demande une négociation sur la question de la qualité de vie au travail et le travail, qualité du travail. Il y a eu un certain nombre de missions, notamment sur les services de santé au travail, etc. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, vous êtes peut-être déjà au courant, qu'il y a une première réunion de négociation, de travail, sur les questions de santé au travail, mardi 4 février, à 14h. Donc, je ne sais pas si c'est un lien avec l'accélération du sujet de la pénibilité dans le dossier des retraites, mais c'est plutôt une bonne chose. C'est bon? Ah, non. Une dernière question, qui revient au tout début de la conférence de presse. Vous avez rencontré des parlementaires, vous le dites. Pour certaines rencontres, ça leur a été reproché par le gouvernement, s'agissant de parlementaires macronistes. Est-ce que là, vous avez programmé, dans les jours et les semaines qui viennent, des rencontres officielles avec les groupes parlementaires ou des auditions publiques? Voilà. Il y a une audition publique... c'est la commission demain, cet après-midi. Cet après-midi. Après, toutes les rencontres sont, si c'est au sens public, elles sont pas forcément publiques. Je sais pas ce que vous voulez dire par public, mais nous rencontrons tous ceux qui veulent bien nous rencontrer et qu'on souhaite rencontrer, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires. Et d'ailleurs, dans les différentes régions, Marie-Lise a dit qu'il y avait beaucoup de rencontres, ce qui est très positif. C'est pour ça aussi qu'on a fait un document d'appui pour nos militants. Les rencontres se font avec toutes les étiquettes, encore une fois, à côté de l'extrême droite, évidemment. Mais nous, on a de reproches à recevoir de personnes sur les rencontres qu'on fait. On ne le fait ni caché, ni au fond d'un bar, ni je ne sais où. D'ailleurs, ce serait au fond d'un bar que c'est pas scandaleux en soi. Mais on assume de rencontrer, de faire ce travail auprès de ceux qui ont reçu le suffrage des citoyens. Donc voilà. On est totalement décomplexé à cet égard. Je tiens à le dire, et on est totalement ouvert à travailler avec tous ceux qui l'entendent, et on a des contacts avec tout le monde. Alors là, ça va être dur de pas être technique. C'est une prise en... Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y a deux sujets, mais qui sont a priori, alors qui se discutent avec le cabinet de Laurent Pietraszewski. Il y a deux sujets. Il y a dans le nouveau scénario de validation des droits acquis, scénario dit à l'italienne. Ne me demandez pas l'origine de cette référence. Il y a la question de quel salaire on prend comme référence.
Est-ce que c'est celui de la fin de la période de l'ancien système ou la fin de la carrière? Du coup, nous plaidons pour cette deuxième option parce que c'est la seule qui garantit une réelle prise en compte des droits, enfin qui garantit une prise en compte des droits réellement acquis au cours de la carrière. Il y a un deuxième sujet qui concerne les droits, les majorations de droits de durée d'assurance au titre des enfants, où là, alors là, c'est en une phrase à l'oral, je ne sais pas être clair, je suis désolé, je vous pointe le système, mais en gros de maintenir, même à l'écrit d'ailleurs j'y arrive pas, de maintenir de maintenir acquis ces majorations de durée, là encore sur la première partie de carrière. Et si vous voulez des explications complémentaires, on se prend un quart d'heure et je tente le coup, mais je suis pas sûr d'y arriver, c'est assez technique. Mais c'est les deux sujets, droits familiaux et salaire de référence. Ah non, il faut qu'ils soient nés quand même. Non. On a essayé la prise en compte des enfants non nés, mais on n'y est pas arrivé encore. Non, mais non, il y a deux modes différents. Pardon. Elle demande quand est-ce qu'il faut faire des enfants. Mais Raphaël, soyons sérieux. Juste sur la question du scénario à l'italienne, vous avez une idée du coût, par exemple pour les fonctionnaires, si c'est pris si c'est le salaire de fin de carrière qui est choisi? J'ai pas d'évaluation macro du coût, mais j'ai une évaluation, alors évidemment qui sera différenciée, mais du coup pour les personnes. Qu'est-ce qui se passerait si on ne faisait pas ça? Le coût que ça représente en perte, c'est assez substantiel. Même si j'ai pas de chiffres là, c'est comme ça qu'on raisonne. C'est-à-dire que, encore une fois, le message impératif qu'on doit avoir, et ça on l'a dit depuis le début, on l'avait même réussi à le cloquer, je ne sais pas si vous en souvenez, dans les premières préconisations de Delevoye en octobre 2018, que la condition impérative d'un changement de système, c'était que la réforme ne détricote pas les droits antérieurs. Sinon, d'un autre point de vue, rien n'est possible rien n'est possible juste. Il n'est pas possible d'être juste si on fait une réforme qui ne garantit pas les droits antérieurs. Donc c'est un point de passage obligé. Après, je dirais, c'est pas un coût à proprement parler, puisque c'est des droits qui sont de toute façon acquis. C'est-à-dire que c'est des droits qui seraient payés s'il n'y avait pas de réforme. Donc, normalement, ça ne devrait pas être un coût macroéconomique. Par contre, ça peut peut-être ruiner certains espoirs de gratter un peu d'argent au passage. Ça, c'est certain. Vas-y, Hervé. Pour continuer, ça risque d'être encore plus technique, mais comment on fait pour calculer la fin de carrière pour le privé? Vous pouvez expliquer ça, parce qu'on comprend assez bien comment on peut calculer pour les fonctionnaires, puisque le déroulé de carrière on le connaît, etc. C'est exactement. Mais pour le privé, le déroulé de carrière c'est exactement comme aujourd'hui. On fait les 25 meilleures années. Les 25 meilleures années, simplement on prend les 25 meilleures années sur la totalité de la carrière plutôt que de le prendre sur la partie de carrière qui s'est faite avant la bascule de 2025. J'ai été à peu près clair là-dessus, ce coup-ci. C'est encore une. Oui, juste. Et du coup, la majoration des durées d'assurance, comment on les transfère en points? Enfin, du coup. Ah, vous me cherchez là. Vous voulez vraiment prendre de la technique là. Non, c'est pas compliqué. Simplement, cette majoration influera sur la partie de la retraite qui est calculée sur l'ancien système. C'est-à-dire qu'ils sont pris en compte. Non, parce que le scénario dit à l'italienne, on calcule deux pensions. Là, je sais pas, je vais vraiment perdre du monde. On calcule deux pensions, celle acquise dans le nouveau système et celle acquise dans l'ancien système au prorata. Et là, avec un mot comme ça, c'est sûr que j'ai perdu tout le monde. Au prorata du temps passé sous l'ancien système. Et l'idée, c'est que ces majorations de durée soient pleinement acquises là-dessus. J'insiste parce que les majorations de durée d'assurance aujourd'hui, elles sont en grande partie perdues par les femmes. C'est-à-dire que ça ne permet pas. Pardon. Non, une bonne organisation syndicale. Voilà. Et un autre élément que je pointe parce qu'il fait l'objet d'un amendement, c'est un bon service de médiation dans le futur système. Ça, c'est extrêmement important. On vous remercie. Bonne journée à vous, bonne semaine.